Bonjour à tous, ici Paul-Hélène Ponceau pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, on va vous parler des disparitions, abductions et d'hybrides. Exactement. Et je reparlerai du prédateur qui est du reste connecté aux abductions, connecté aux hybrides. Mais avant de continuer, On voulait vous annoncer que samedi 3 mai, on organise une conférence en présentiel au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc à Paris 14e. Et le métro, c'est Mouton de Vernet. c'est ligne 4. Et ça commence à midi et ça sera de midi à 18h. Donc, ça sera une conférence qui sera de très longue durée. Une vraie conférence à l'ancienne où il y aura bien évidemment une pause déjeuner pour qu'on puisse échanger et des pauses café parce que c'est vraiment une conférence très dense et très intéressante. Et on parlera du lien entre Confédération Galactique, fausse lumière et expérience de mort imminente. On verra que tout ça s'est connecté et on verra que ce qui se cache derrière la Confédération Galactique, c'est pas ce que pensent la plupart des gens. Absolument. Donc, je n'en dis pas plus. J'en parlerai à cette conférence du samedi 3 mai 2025 qui aura lieu à Paris de 12h à 18h au Café d'Orléans. Donc, venez nombreux parce que c'est vraiment un moment inédit, beaucoup d'informations inédites et c'est vraiment le moment de s'informer. Absolument. C'est le moment maintenant de faire un travail sur soi. On a cette opportunité, mais il faut pas s'endormir, n'est-ce pas, Paul? Exactement. Puisque c'est un travail qui dure tous les jours et qu'on découvre tous les jours. Donc, ça, c'est très important. Et le dimanche 4 mai 2025, on organise donc une visite guidée conférence de 13h à 18h. Et le lieu de rendez-vous? Ça sera le Puy d'Amour, donc au 24 rue de la Grande Truanderie. Donc c'est devant un restaurant qui est très connu. Et c'est à Paris, premier arrondissement. Donc le métro, c'est Châtelet-Les Halles ou Étienne Marcel, ligne 4. Et le thème de cette conférence, ça sera l'eau. En fait, on va parler de la mémoire de l'eau, de la connexion entre eau et vortex, des entités liées à l'eau. On parlera aussi des cryptides et des disparitions liées à l'eau. Donc c'est un sujet inédit et c'est vraiment quelque chose de passionnant, d'autant plus que la ville de Paris, elle est construite sur un fleuve, sur plusieurs îles. Donc, il y a vraiment une connexion entre Paris et l'eau. Et beaucoup de grandes villes sont connectées à l'eau. Donc, bien sûr, c'est parce que l'eau, c'est une source de nourriture, c'est l'eau forcément. Mais il y a d'autres liens et on parlera de tout ça. Et donc, ça va être vraiment hyper intéressant. Et on vous racontera aussi pourquoi ça s'appelle le Puy d'Amour. Il y a toute une histoire autour de ce Puy d'Amour. Voilà, et c'est connecté à une histoire de hantise, donc et d'apparition. Donc voilà, on va vraiment sur les lieux. Alors sachez également que notre livre La matrice archontique et le piège temporel est sorti et que je suis vraiment content de ce livre et les personnes qui l'ont lu nous ont fait des retours très positifs. Donc ce livre est disponible à la commande sur notre site librairiedubonheur.com et sur notre site au-delà de l'illusion.fr. Donc vraiment, allez-y. C'est un livre qui est vraiment très frais puisque on a arrêté de l'écrire en fin mars. Donc, et c'est une mine d'informations. Voilà, ce n'est pas de la fausse lumière, c'est vraiment quelque chose à lire, à relire et vraiment très dense en information et très, très intéressant. Voilà, donc en tout cas, si ça vous intéresse, allez sur notre site librairiedubonheur.com et procurez-vous ce livre. Vous verrez que c'est quelque chose qui va très loin. Absolument. Et donc, c'est très important en faisant ça, en commandant nos livres, en venant à nos conférences, vous soutenez en même temps notre travail parce que c'est vraiment votre soutien qui fait qu'on peut avancer
parce que cette recherche, elle est très, très active, très, très dynamique. Exactement. Voilà. Et vraiment, c'est grâce à votre soutien qu'on peut continuer, puisqu'on fait ça à plein temps et on va vraiment sur le terrain, on essaye Oui. de rencontrer les gens, lire les livres pour travailler à fond les sujets. Donc ça demande un gros investissement Oui. de temps et d'argent aussi, parce Oui. que il faut acheter les livres, Oui, la il faut maintenance des maintenir sites. nos sites internet et tout. Et donc, vraiment, soutenez-nous, venez à nos conférences, achetez nos livres, abonnez-vous à notre site au-delà de l'illusion.fr et vous pouvez également nous soutenir en nous envoyant vos témoignages, puisque c'est par vos témoignages que cette recherche peut avancer. On a reçu vraiment beaucoup de témoignages super intéressants. Et donc, vraiment, ça permet de faire vivre cette recherche. Donc, continuez à nous soutenir. Venez à nos conférences, commandez nos livres, parlez de notre travail autour de vous. Envoyez-nous vos témoignages. Et en tout cas, merci, gratitude à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui viennent à nos conférences. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Absolument. Merci à tous. Merci à tous. Vous êtes tous très gentils et agréables. Voilà, c'est ça. C'est super sympa. Et vraiment, ça donne envie de continuer ce travail pour vous informer un maximum. Et vraiment, merci. Donc aujourd'hui, Paul, tu vas nous parler de disparition. Tu vas nous parler aussi d'abduction. Et tu vas nous parler de tout ça. Et qu'est-ce que tu vas nous transmettre par ce podcast? Parce qu'à chaque fois, tu transmets des informations nouvelles. Qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui? Alors, la dernière fois, donc, on a parlé d'hommes férots et du lien avec les disparitions. On a parlé aussi de cryptides et de lien avec les disparitions. Et là, on va vraiment parler de disparitions qui sont encore plus mystérieuses, parce que les hommes férots, c'est un phénomène qui est extrêmement important à comprendre. Ça remet tout en question et c'est complètement inconnu, mais c'est connecté, non pas forcément à des humanités parallèles, mais disons que c'est connecté à des humains qui se sont coupés de la civilisation. C'est quelque part connecté à cette civilisation parallèle. De même, les cryptides, ça remet en question énormément de choses, puisque c'est le fait, la cryptozoologie, ça montre que que notre histoire naturelle, c'est pas du tout comme on nous indique, donc je n'élabore pas ici, mais ça remet en question totalement de nombreuses théories qui ne sont que des théories, notamment la théorie faite par un Anglais barbu au XIXe siècle. Donc voilà, vous savez de qui je veux parler. Donc c'est des thèmes extrêmement importants. Mais il y a un autre niveau de disparition qui est là et connecté directement aux entités sans âme, qui est connecté aussi à des prédateurs de l'espèce humaine, qui sont du reste, d'une manière ou d'une autre, connectés aux entités sans âme. C'est des disparitions qui sont connectées au ciblage en réseau, qui sont connectées à la présence d'hybrides et qui sont connectées aux intelligences artificielles. Donc, c'est un phénomène qui est extrêmement fréquent. Par exemple, en France, il y a 50 000 disparitions inexpliquées, rien qu'en France. Aux États-Unis, c'est énormément plus, mais c'est la même proportion dans chaque pays. Et par exemple, quand des chercheurs commencent à enquêter sur les disparitions mystérieuses, comme David Paulides, ça ne s'arrête pas. Paulides, il y a à peu près une dizaine de livres qu'il a sortis, tous des témoignages de disparition, et lui, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Pourquoi? Parce qu'il a des critères pour sélectionner un cas. C'est des critères qui sont tellement stricts, tellement stringents, que voilà, c'est que les cas qui correspondent à tous ces critères. Et déjà, il écrit 10 livres. Oui. Donc,
Et c'est surtout basé sur les Cet États-Unis et le ancien Canada. policier, c'est ça. C'est un bien ancien ce policier, qui absolument, analyse qui a fait un travail génial. très Alors bien au début, il ne donnait pas de conclusion sur ces disparitions, même si il donnait énormément d'éléments, puisque les livres de Paulides, c'est vraiment quelque chose à lire. J'en ai lu la plupart parce que il a une chaîne YouTube, mais c'est pas sur sa chaîne YouTube, il donne des cas très 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 intéressants, beaucoup de témoignages très intéressants, mais quand on lit les livres, c'est encore autre chose. C'est très détaillé, très bien recherché. C'est un travail vraiment d'expert, un travail de niveau littéralement universitaire. Il faut dire les choses. Et voilà, c'est vraiment des livres que je vous conseille de lire pour comprendre un petit peu ce phénomène. Donc dans ces livres, il ne donne pas de conclusion, mais il laisse entendre des choses. Et maintenant, il a fait une série de films où il fait le lien direct entre les disparitions et la présence d'entités non humaines. Donc c'est vraiment un phénomène qui est mondial. Par exemple, Paulides parle des disparitions aux États-Unis. Deborah Axwell parle des disparitions en Grande-Bretagne. Elle en connecte certaines avec des cryptides, mais d'autres, elle les connecte avec des entités non humaines, notamment des entités extradimensionnelles, des entités de type saurien et de type gris. Donc ça, c'est très important. Et du reste, je vais très bientôt refaire une interview avec elle. Là aussi, beaucoup de difficultés pour la joindre, pour organiser les interviews, mais on est en train d'y arriver. Donc vraiment, c'est un phénomène qui est mondial et qui est très important. Qui est extrêmement important. Pourquoi on ne parle pas, on ne parle absolument pas, enfin, du moins, j'entends pas du tout parler par rapport aux disparitions dans l'eau, alors que c'est énorme comme phénomène. On va y venir, mais il y en a énormément. Personne n'en parle. Est-ce qu'ils sont inclus dans les disparitions? C'est inclus dans les disparitions, bien sûr. Et dans les disparitions mystérieuses, il y a à peu près, selon Paulides, un tiers des personnes qui ne sont jamais retrouvées, un tiers qui sont retrouvées vivantes. Donc ça, voilà, ça c'est très très bien parce qu'il y a des personnes qui sont trouvées vivantes, mais très souvent il y a une amnésie. Donc et on va parler de certains cas et voir la connexion avec les abductions, en tout cas d'un cas et voir la connexion avec les abductions. Et puis malheureusement, il y a un tiers des personnes qui sont retrouvées mortes, très souvent dans des endroits qui ont été fouillés et refouillés par des enquêteurs. Et dans les disparitions connectées à l'eau, beaucoup de personnes disparaissent à proximité de l'eau. Par exemple, dans beaucoup de disparitions, il y a de l'eau. D'une manière ou d'une autre, c'est connecté à l'eau, que ce soit des rivières, des canaux, des lacs ou la mer. Et il y a des disparitions, on va en parler, qui sont spécifiques à l'eau. Et ça, c'est connecté au phénomène des hybrides, au phénomène du ciblage en réseau et aux entités non humaines derrière. Mais c'est complètement tabou parce que oui, en tout cas en France, très peu. Et partout. Par exemple, dans les abductions, il y a des grands chercheurs d'abduction comme Bud Hopkins et David Jacobs qui ont fait un travail remarquable. Mais Bud Hopkins et David Jacobs, du reste, n'ont jamais parlé du lien entre abduction et disparition. Pourtant, il y a des abductés qui ne reviennent pas de leur abduction. Ça a été confirmé par des témoignages. Des abductés ont vu d'autres abductés être tués lors des abductions, même être mangés lors d'abductions. Et ça, Lon Strickler en parle, Tom Lyons en parle. Moi-même, j'ai parlé à une abductée qui parlait de chasse à l'homme organisée par des entités non humaines. Les survivants du programme spatial secret parlent de ça, mais c'est tabou. Pour les chercheurs d'abduction, les abductés sont enlevés, ils subissent des expérimentations et ils reviennent. Dans de nombreux cas, c'est comme ça, mais dans beaucoup de cas, les abductés ne reviennent pas. Heureusement, c'est pas la majorité, mais il y a des cas où les abductés
ne reviennent pas. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Donc, il y a un lien entre disparition et abduction. Mais il y a une connexion avec... C'est un sujet très complexe. Il y a aussi des connexions avec les prédateurs. Donc, ces fameux prédateurs qui sont liés à des entités de type araignée qui peuvent s'auto-assembler et vraiment phagocyter des humains et des animaux et modifier leur apparence en fonction de l'ADN qu'ils ingèrent. Ça, on en a déjà parlé. Et ça, c'est les Indiens de la tribu des Choctaw qui en parlent, notamment, dont Jerry Williams, qui a vraiment analysé tout le folklore Choctaw. Donc, il a donné plusieurs interviews sur ça, et c'est vraiment hyper intéressant. Les prédateurs sont connectés d'une manière ou d'une autre aux entités sans âme et aux intelligences artificielles. Ensuite, il y a les entités sans âme qui peuvent aussi manger, prendre directement des humains et des animaux, le phénomène des mutilations humaines et animales. Et puis, il y a le rôle des hybrides. Et très souvent, il y a un phénomène de leurrage. Je ne sais pas si le mot existe, il y a un néologisme de leurrage. Les personnes vont être leurrées par les entités, le prédateur qui enlève. Comment elles vont être leurrées? Par des pensées intrusives. Alors, dans l'eau aussi, ça on va y revenir après, mais déjà, dans les pensées, par les pensées intrusives. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec le jeu, l'harcèlement? C'est tout connecté. C'est connecté. Et ça, on va y arriver au fil du temps, mais tout est connecté. Par exemple, Lionel Camille rapporte le cas d'un jeune homme qui a disparu dans les Vosges, donc dans le Jura, pardon, et j'ai fait dans un dernier podcast la connexion avec la présence de cryptides. Mais il peut y avoir un facteur entité derrière ça. Pourquoi? Parce que juste avant, les gens disent qu'il commençait à marcher vite, alors que c'était quelqu'un de calme et de posé. Donc quand quelqu'un marche vite, c'est qu'il veut aller quelque part. Et juste avant beaucoup de disparitions, les personnes se mettent à marcher vite, à être absents, à regarder dans le vide. Par exemple, il y a des jeunes aux États-Unis qui ont décidé d'escalader une montagne dans les Appalaches. Donc, ces jeunes, c'est le mois d'avril, donc ils savent qu'il va y avoir un petit peu de neige au sommet, mais ils sont relativement habitués. C'est une montagne qui est pas très haute, pas très difficile, et ils commencent à escalader, la montagne. Et là, il y a un des jeunes dont la mère dit qu'il était très enthousiaste avant de partir. Un jeune qui a une vingtaine d'années, qui est joyeux, qui est très content d'être avec ses amis, qui adore la nature. Ses amis remarquent qu'il est distant, alors que d'habitude c'est celui qui est le plus heureux d'aller faire ses randonnées. Donc en fait, il n'est pas là. Là, il est là sans être là. Donc, la nuit arrive, il fait froid, il y a un petit peu de neige au sol, et à un moment donné, ce jeune garçon dit à son ami de venir avec lui marcher, alors que c'est le soir, qu'ils viennent de manger, qu'ils ont beaucoup marché, et ils sont à peu près à 1 kilomètre et demi du sommet de la montagne, mais ils commencent à arriver à la neige. Donc son ami lui dit non, c'est très dangereux de monter, de marcher la nuit, autant y aller le lendemain. Mais le garçon ne veut rien entendre, il y va, et là, il disparaît définitivement, jamais revu. On peut penser que ce garçon a été leurré par des pensées intrusives, puis par des voix intrusives, à se séparer de son groupe d'amis,
donc à partir en marchant, et puis ensuite à aller, en fait vers un lieu où une entité, un prédateur l'a pris. Et on a fait, je sais pas, voilà ce qui a pu être fait. Donc ça c'est extrêmement fréquent, ce genre de cas. La personne va se mettre à partir sans raison, marcher vite, comme attiré par quelque chose, un petit peu comme le chant des sirènes, justement, dans la mythologie grecque. Dans l'eau, il Et y dans aurait l'eau, des sirènes. dans l'eau, c'est exactement pareil. Il y aurait des sirènes, mais c'est pas comme on le pense, les sirènes. Ben, C'est encore différent. Ben, ces pensées intrusives, on les retrouve dans les disparitions liées à l'eau. Par exemple, il y a quelqu'un aux États-Unis qui a disparu, donc c'est un cas qui est assez connu. C'est quelqu'un qui fêtait son anniversaire et à un moment donné, il décide d'aller fumer une cigarette. Il a pas bu ni rien. Il sort et il est tranquille, il fume sa cigarette et tout, cigarette tout à fait normale et tout. Et à un moment donné, les caméras le voient en train d'enlever ses vêtements et de rentrer dans l'eau. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Il n'y avait pas une sortie d'hypnose. Une hypnose, ça c'est évident, puisque c'est un étudiant qui est sérieux, un étudiant sérieux qui est justement un brillant étudiant, quelqu'un qui boit très peu, quelqu'un qui fume de temps en temps une cigarette, quelqu'un qui aime ses études, qui est sain d'esprit, au contraire, très très sain d'esprit, qui fait des grandes études, des études médicales ou quelque chose comme ça, mais très 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 doué. Et là, il rentre dans l'eau. Et ça, il y a eu tout un tabou. Il y a eu tout un tabou par rapport à ce cas. Alors, il y a une école de pensée qui dit, puisqu'en fait, les autorités américaines n'ont jamais montré les images de vidéosurveillance. Donc ça, c'est déjà une chose. Donc on peut penser qu'il n'est jamais rentré dans l'eau et qu'il a été abducté ou quelque chose comme ça. Ou bien, les images de vidéosurveillance sont là, mais elles n'ont pas été montrées parce que la personne était peut-être en transe ou quelque chose comme ça, ou un comportement totalement anormal. Donc, ou on a affaire à une abduction, ou bien on a affaire à des voix intrusives qui leurrent la personne vers le lac. Quoi qu'il en dans les lacs ou dans quoi qu'il en soit, c'est un phénomène pas naturel, c'est-à-dire qu'il y a forcément des entités derrière. C'est quelque chose qui n'est absolument pas naturel, ça c'est clair. Il y a des entités à 1000% derrière. Ouais. Ça c'est évident. D'autant plus que beaucoup de ces disparitions mystérieuses ont lieu à des dates rituelles, donc des dates connectées au 11 du mois, au 13 du mois, et John Keel en parlait, au 24 du mois, mais aussi les dates d'anniversaire. Est-ce que ça serait pas connecté à la Lune aussi? Il peut y avoir des connexions. Ça, il y a un Anglais, Paul Sinclair, qui étudie ces disparitions, qui a fait la connexion avec certaines phases de la Lune. Et ça serait logique, puisque la Lune est connectée à notre réalité. La Lune est utilisée pour manipuler notre réalité. Alors parfois, dans certains cas de disparition et dans certains cas d'abduction, la personne abductée est séparée du groupe où elle est parce qu'elle entend une voix qui l'appelle. En fait, Paulides explique que lors des disparitions, il y a toujours un point de séparation. Si la personne est dans un groupe de plusieurs personnes, la personne ciblée par les entités, parce qu'il s'agit de ciblage ou par les prédateurs qui sont connectés aux entités, va se séparer d'une manière ou d'une autre de son groupe. Alors la séparation peut se faire par pensée intrusive. La personne séparée peut se sentir fatiguée, peut se mettre à marcher très vite,
ou bien peut entendre une voix qui l'appelle. Et après, le groupe ne va pas comprendre pourquoi la personne a suivi une voix. Et parfois, d'autres personnes aussi entendent une voix qui appelle, mais ils ne la suivent pas. Mais la personne qui suit peut disparaître. Et parfois, ce n'est que la personne qui est ciblée qui va entendre la voix. Il y a le cas aux États-Unis d'une petite fille qui était à un repas de Thanksgiving, si ma mémoire est bonne, avec sa famille. Et c'est le repas de midi, ils sont en train de préparer la table, et elle entend quelqu'un qui appelle son nom. Donc la petite fille, elle sort, et dans le froid, elle commence à marcher, elle suit cette voix qui l'appelle par son nom. Et à un moment donné, elle tombe sur une souris, vous entendez bien, qui est en train d'appeler son nom. Donc là, elle ramasse la souris et un blackout total. Plusieurs heures après, elle se retrouve par terre dans le froid. Donc, elle est pas loin de chez elle, elle rentre chez elle, et là, les adultes sont en train de ranger les affaires, le repas de famille est terminé depuis longtemps, c'est quasiment l'heure du dîner, il fait nuit, et elle a, et ce qu'elle dit, ce qui était très bizarre, c'est qu'aucun des adultes ne s'était rendu compte de sa disparition. Donc, on voit bien qu'il y a une manipulation de la réalité. Il y a le phénomène de pensée intrusive, un espèce de phénomène d'hypnose ou de manipulation de la réalité, où les adultes ne se rendent compte de rien. C'est au-delà même de l'hypnose. C'est une programmation de la réalité pour que les adultes ne Ils peuvent être abductés à ce moment-là. C'est une abduction. Pour moi, c'est une abduction. Par exemple, il y a un petit garçon de 3 ans, John Doe, qui disparaît pendant que ses parents faisaient du camping. Donc, il est finalement retrouvé en bon état quelques heures plus tard. Donc, c'est un soulagement pour les parents. Il est amené à l'hôpital pour des examens médicaux. Tout va bien et tout. Et puis, quelques semaines plus tard, il va chez sa grand-mère. Et là, il commence à dire à sa grand-mère, je te préfère que la grand-mère robot. Et la grand-mère lui dit, la grand-mère robot, je comprends pas. Il dit, si, j'ai une autre grand-mère qui est un robot, mais elle est méchante. Et il commence à dire à sa grand-mère que quand qu'il avait été enlevé, quand il était avec ses parents, qu'il s'est retrouvé dans une grotte avec des toiles araignées symboliques du prédateur, et que là, il s'est retrouvé avec un robot, avec un clone, il faut dire les choses, il lui disait robot, mais c'est un clone pour moi, qui ressemblait complètement à sa grand-mère, avec des robots qui étaient très méchants et tout ça, dans une grotte, donc à l'intérieur de la Terre, dans une base souterraine. Donc en gros, le petit garçon s'est fait abducter. Lors de son abduction, il a vu des drones, des clones, peu importe, des hybrides, des androïdes. Et il a vu un robot, un clone, qui était une copie conforme de sa grand-mère, mais qui était méchante. Et donc, la grand-mère avait vécu une expérience de missing time et une expérience d'apparition d'entité quand elle faisait du camping avec une copine quelques mois avant. Donc là, on voit qu'il y a très clairement une abduction où la grand-mère est enlevée, clonée d'une manière ou d'une autre. Ensuite, le petit-fils est abducté et rencontre le clone de sa grand-mère. Donc là, on voit une abduction qui suit une lignée, ce qui n'est pas du tout le cas à toutes les abductions. Loin s'en faut, contrairement à ce que dit David Jacobs, il y a beaucoup d'abductions qui sont aléatoires, mais là on voit une abduction où la lignée est suivie, où le petit garçon rencontre un clone
et un clone, et où les entités, et où ils se retrouvent dans la terre creuse. Et la présence d'araignées, de toiles d'araignées, c'est aussi le prédateur. Donc là, c'est vraiment un cas d'abduction, vraiment un cas d'abduction avec des clones et tout. Il y a un autre cas Est-ce que la grand-mère, elle pouvait être aussi une entité se faisant passer par la grand-mère? Ben, la grand-mère, non, mais l'autre, la grand-mère qui l'a abducté, Oui, c'était un clone. Oui, ou bien ça peut être une entité qui se fait passer pour la grand-mère. Mais la grand-mère était abductée. Et après, il y avait la vraie grand-mère, elle en était même malade du reste. Après, il y a le cas de Stacey Harris. Stacey Harris, c'est une jeune américaine en 1981. Elle a bien travaillé à l'école et son père l'amène en randonnée avec tout un groupe de personnes, une randonnée à cheval dans le parc national des Yosémites. Yosémites, c'est des montagnes dans l'ouest américain. Là, elle est dans un lieu magnifique et elle dit à son père, est-ce que je peux aller un petit peu marcher? Donc ils sont dans une espèce de chalet, un campement, ils sont un groupe d'une quinzaine de personnes et le père lui dit bien sûr, d'autant plus que c'est un campement très surveillé, c'est tout un groupe et tout, donc aucun risque. En plus, c'est pas un lieu dangereux. Là, elle va marcher et elle rencontre un membre du groupe, un vieil homme de 70 ans, qui est assis par terre. Donc elle commence à lui parler, ils échangent un petit peu, et le vieil homme de 70 ans, elle lui propose de venir avec elle à un espèce de lac pour prendre des photos. Et le vieil homme dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et elle y va avec le vieil homme. Et à un moment donné, le vieil homme se sent fatigué. Un coup de fatigue énorme. Il s'assoit. Et la jeune fille continue. Là, le vieil homme la perd de vue et elle disparaît. D'autres personnes un petit peu plus haut la voient et elle passe derrière quelques arbres. Il y a peu d'arbres là-bas. Et elle ne ressort pas. Et quand je dis quelques arbres, c'est 2 ou 3 arbres. Elle ne ressort pas, comme abductée au nez et à la barbe de tout le monde. Alors, ou prise par le prédateur qui peut se rendre invisible, ou abductée par des entités. Et là encore, la réalité. Ou effacée. Mais il y a un problème d'entité. Ça, c'est évident. Il n'y a pas d'autre explication possible. Et elle n'a toujours jamais pas été retrouvée presque 45 ans plus tard. Donc ça, c'est vraiment fondamental à comprendre. En France, il y a le cas de Léo Bellet, près du lac Sans Fourche en Isère. Il marche avec son père et sa belle-mère. Il disparaît plus ou moins sous leurs yeux. Un cas qui a été très médiatisé en France. Or, toute cette région de l'Isère, elle est connectée à beaucoup de légendes à propos d'entités qui ne sont pas des légendes. Elle est connectée aussi à la présence d'humanités parallèles. Il y a des Bretons et des Carcaris. Mais là, pour le coup, ça ressemble vraiment à une abduction. Et dans le cas de Stacey Harris, de Léo Bellet, il y a un lac à proximité. Toujours la présence d'eau. Pourquoi, à ton avis, l'eau, c'est si important dans le cas de disparition? Alors ça, je répondrai à cette question à la visite guidée conférence justement du 4 mai. Mais là, je vais donner un élément de réponse. C'est que l'eau, c'est utilisé, il y a une énergie dans l'eau, c'est une porte dimensionnelle et c'est connecté aux ovnis. Par exemple, il y a des ovnis qui apparaissent à proximité de l'eau. Il y a des disparitions connectées à l'eau, à la mer, comme le triangle des Bermudes. Il y a des entités qui sont liées à l'eau. Et l'eau, c'est connecté à des vortex. Par exemple, Lyon, c'est une ville où il y a des vortex. Elle est située au confluent de 2 rivières. C'est connecté à des énergies. Et l'eau a une mémoire, donc il y a énormément de propriétés
qui sont connectés à l'eau. Et les ovnis, du reste, les entités volent l'eau aussi, il faut le savoir. Oui, Elles volent l'eau. La région des Dans la région des Hautes-Alpes, par exemple, il y avait beaucoup de pluie. Quand on était dans les Hautes-Alpes, on allait marcher et les ruisseaux étaient secs. Ouais. Pourtant, c'était des années pluvieuses et beaucoup de personnes remarquaient ça. Et c'est pas la sécheresse, ça disparaissait très rapidement. Et il y a beaucoup de personnes qui ont connecté ce phénomène de disparition de rivières avec les ovnis. Et il y a même du reste des personnes qui ont vu des ovnis en train de sucer l'eau, de pomper l'eau, de réservoirs, de lacs et tout. Beaucoup de témoignages qui ont été rapportés au fil du temps. Donc, une autre abduction connectée à l'eau, c'est un petit garçon de 3 ans qui est avec sa mère et une amie de la mère et qui disparaît au bord d'une plage. Donc, la mère est affolée, l'ami, c'est dans les années 80, donc l'ami court aussi le chercher, la mère met tout ça complètement affolé. Il a disparu en quelques secondes, donc c'est pas possible qu'il soit allé jusqu'à la mer. Personne ne l'a vu disparaître. L'ami de la mère était en train de prendre des photos de la mer quand le petit garçon a disparu, et des photos du paysage. C'est des beaux paysages de l'Est américain. Donc, comme il n'y a pas de téléphone portable à l'époque, l'ami de la mère prend sa voiture et va prévenir la police. La police arrive et font des recherches, ils ne trouvent rien. Le petit garçon n'est jamais retrouvé. Quand la mère fait développer ses photos, sur la dernière photo prise avant que le petit garçon disparaisse, elle voit un pied dans l'air, un pied dans l'air hors du cadre de la photo. Donc, est-ce qu'il a été pris par un ptérodactyle? Parce qu'il y a des ptérodactyles, il y a des cryptides. Et certaines disparitions sont connectées à des cryptides. Et ça, c'est justement des scientifiques américains qui ont montré ça. Donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas sorti du chapeau. Ou est-ce qu'il était en train de se faire abducter? Mais dans ce cas-là, pourquoi le rendre visible, le laisser visible, alors que les entités peuvent rendre invisible? Ça fait partie du jeu des entités oui. Pour vampiriser de l'énergie. Ces disparitions, ça n'a rien à voir, par exemple, avec les noyades, les naufrages. Rien. C'est encore autre chose. Là. Mais il y a aussi la présence des entités sans âme, puisque il y a toujours même des personnes qui nagent très bien et qui se noient. On va en parler justement. Qui se noient sans raison. Voilà. Il y a tout un mystère autour de ça, mais c'est encore autre chose. Il y a des naufrages et des noyades qui sont totalement inexpliqués, qui sont connectés au triangle des Bermudes. Il y a même des noyades inexpliquées. Des gens vont nager et ne reviennent pas. Après, ça peut être des crampes, des choses comme ça, bien évidemment, mais il y a ce phénomène aussi. Et ça c'est évident. Il y a des entités dans l'eau qui prennent les gens. Et les anciens parlaient de sirènes, d'ondines. Il y a des sirènes qui ont été vues, qui ont été filmées en Israël, par exemple. Il y a un cas médiatisé. Et c'est pas des fakes. Et ça, c'est évident. Il y a très peu de fakes dans ce domaine. Et les sirènes étaient réputées par les anciens pour enlever les pêcheurs, humains oui, et enlever les pêcheurs et tout ça. Les ondines aussi. Les ondines qui leurrent les personnes, justement. Oui. Pour moi, les ondines sont connectées aux entités sans âme. Les frères Grimm parlent d'ondines, justement, et les frères Grimm, ils recueillaient des témoignages, puis après ils les transformaient en histoire, mais leurs contes sont basés sur des faits réels. Donc, ces disparitions sont dans des lieux isolés, mais il y en a en ville. Par exemple, il y a quelques années, il y a un vieux monsieur tout à fait valide et qui a toute sa tête et tout, qui fait un espèce de tour avec d'autres personnes et qui vont en Corse et ils vont visiter la maison de Bonaparte ou le musée Bonaparte, je sais pas.
un lieu touristique d'Ajaccio. Et il disparaît, jamais, il n'a jamais été retrouvé, il disparaît comme ça. Et c'est pas de la sénilité, c'est une disparition. Et cette personne équilibrée, qui a toute sa tête, qui est complètement valide, il y a des gens qui le voyaient qui l'ont peut-être vu en train d'errer à un moment donné. Donc ça, comme si quelque chose s'empare littéralement de l'esprit de la personne. Après, ou bien une abduction, un enlèvement par des hybrides. Mais en tout cas, il n'a jamais été revu. Et du reste, Lionel Camille a fait une enquête sur ça et tout, mais ça, c'est des cas totalement inexplicables. Il y a pas d'explication rationnelle. Il y a pas. Non, Il y a ça pas. c'est sûr. Quelqu'un qui a toute sa tête, qui est avec Qui sa a famille, une qui est en famille, train de oui. profiter, Ça c'est quel sûr. intérêt de disparaître? Surtout Non, que c'est ça quelqu'un c'est. qui avait 80 ans. Quel intérêt? Quel Oui, intérêt? quelqu'un de Et sain, c'est des d'esprit disparitions et qui tout. sont rapides, presque au nez et à la barbe de tout le monde. Donc c'est ça que les gens ne ne saisissent pas. Donc dans des croisières aussi, il y a des Oui, personnes qui oui. disparaissent, beaucoup de personnes. Il y a une trentaine de disparitions signalées chaque année sur des croisières. Et en fait, il y en a beaucoup plus. Il y a même des assurances qui prennent en compte le risque de disparition pour les croisières. Et, et voilà, une personne était tombée sur un article sur les disparitions sur les croisières, elle nous en avait Par parlé, hasard, oui. et Une elle n'a jamais pu publicité. retrouver Une une publicité. publicité pour une assurance qui couvrait les disparitions, c'est ça, hein. Oui. Il y avait énormément de Énormément de disparitions. Et disparitions. voilà, elle n'a jamais retrouvé ça. Donc comme si c'était enlevé. J'ai un peu creusé le sujet et effectivement, officiellement, il y a une trentaine de personnes qui disparaissent chaque année en croisière. Et parfois, une personne va dans un casino, euh, il est filmé en train de rentrer, il n'est jamais filmé en train d'en sortir. Euh, donc ça, c'est un phénomène très, très fréquent. Il y a des personnes aussi qui disparaissent dans des trains, dans des bus. Par exemple, un homme américain dans les années 40, dans le triangle de Bennington, il prend un bus, il disparaît dans le bus, il ne sort jamais du bus. Donc il y a énormément de cas comme ça. Et, et c'est tout connecté au phénomène, et c'est tout connecté au phénomène il y a un lien avec les abductions. Par exemple, dans certains méga concerts de certaines Oui, chanteuses très oui. connues, beaucoup de personnes présentent des amnésies. Et on peut se demander s'il n'y Ils a sont pas, pas s'il y a abductés pas aussi. des abductions de masse, ou en tout cas une manipulation mentale de masse, mais qui est connectée ou à des technologies d'entités sans âme, ou directement aux entités sans âme. De, et, et ça a été très, très, très médiatisé. Oui, c'est ça. Et, et voilà. Et il peut même y avoir des abductions puisque ces entités manipulent la réalité des abductions de masse. Et si la réalité est manipulée, personne ne se rend compte de rien puisqu'elles peuvent programmer et reprogrammer la réalité. Donc c'est quelque chose qui va très loin. Il y a le cas de Brandon Swanson. Brandon Swanson, c'est un étudiant américain donc qui était spécialisé, qui avait étudié dans une université technique pour la construction d'éoliennes, spécialiste d'éoliennes. Donc un étudiant assez assez brillant, assez équilibré et tout. Un jour, il va à une soirée et à un moment donné, il décide de quitter la soirée pour aller à une autre soirée. Il n'a pas trop bu, un ou deux verres, donc il prend sa voiture. Il n'est pas en état d'ébriété, ni rien. Mais bon, c'est pas très prudent, mais voilà, il prend sa voiture, il est pas sous, les gens le disent comme n'étant absolument pas sous, et déjà, il est à une soirée, il va aller à une autre soirée. C'est bizarre. Et à un moment donné,
sa voiture s'embourbe ou quelque chose comme ça, un accident mineur, rien de grave et tout. Rien à voir avec l'ébriété. Un accident, il s'embourbe puisque c'est dans une région relativement rurale du Midwest américain. Donc, il y a beaucoup, voilà, c'est très rural. Les routes sont assez mal entretenues. Donc voilà. Donc, il appelle ses parents et il dit à ses parents, je suis à proximité de telle ville, telle petite ville. Je me suis embourbé, j'ai fait une sortie de route. Voilà, venez, venez me chercher. Donc les parents viennent le chercher et pour le ramener chez lui. Et il ne le trouve pas. Il décrit l'endroit, il dit où il est, mais les parents ne le trouvent pas. C'est des gens qui connaissent. Donc il dit à ses parents, moi je vais dans la ville et on se rejoint à tel endroit, puisqu'il voit les lumières de la ville. Donc, ses parents vont à l'endroit où ils doivent se rejoindre et ils continuent à lui parler au téléphone. Et puis après, ils se rendent compte que c'est extrêmement long, que leur fils n'arrive pas. Donc là, ils sont vraiment inquiets, ils lui demandent, mais où tu es, bon sang, où tu es? Décris-nous, et le garçon décrit. Et à un moment donné, il dit, oh zut, voilà, je reste poli, oh zut, mais sur un ton de peur et tout, et plus rien. La voiture est retrouvée, mais à une trentaine de kilomètres d'où disait le garçon. Le garçon n'était pas du tout proche de la ville, ni rien. Donc tout de suite, une enquête a été menée et soi-disant, il serait tombé dans l'eau et tout ça. Simplement, aucun corps n'a été retrouvé. Donc disparu à jamais. Et là, on voit bien, et c'est c'est quelqu'un qui connaissait la région, ses parents connaissaient. Donc on voit bien qu'il y a une manipulation de la réalité, manipulation des pensées, peu importe, pour qu'il s'éloigne de ses parents, pour qu'il croie être à un endroit alors qu'il est à un autre endroit, pour qu'il soit enlevé. Et il y a un nom, et il y a un jeu sur les mots. Il y a un cas de disparition en Angleterre connecté à l'eau où la personne a disparu mystérieusement, puis ensuite a été retrouvée morte dans un canal. Et la personne s'appelait Stephen Swanton. Or, ça rime avec Brandon Swanson. C'est typique du jeu sur les noms. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de disparitions liées à l'eau qui sont présentées comme des noyades accidentelles qui n'en sont pas. Oui. Et ça, voilà pourquoi j'élaborerai. Voilà, c'est ça. Et ça, j'élaborerai un petit peu plus. Dimanche, bien évidemment. Mais il y a ce livre, The Smiley Face Killer, le tueur au smiley, donc qui a été écrit par Stephen Young. C'est une chercheuse anglaise qui décrit ça, et c'est un des meilleurs livres sur le sujet. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait un travail méticuleux, qui a recueilli des témoignages aux États-Unis, en Grande-Bretagne et un petit peu partout dans le monde, qui a fait un travail de terrain. Donc, et elle remarque ce jeu sur les noms. Malheureusement, elle ne va pas plus loin, mais elle remarque cet aspect occulte. Donc, ces disparitions, ça peut paraître anodin, ça peut paraître être des personnes qui ont trop bu, puisque ça se passe souvent le soir, avec des jeunes hommes qui ont fait des soirées dans des bars et tout ça, puis après, qui quittent leurs amis et tombent dans l'eau, simplement, ou soi-disant tombent dans l'eau. Simplement, c'est des gens qui sont décrits comme n'ayant pas bu. Parfois même, les notes sont retrouvées et les tickets de carte bleue sont retrouvés ou les tickets de caisse sont retrouvés et les personnes n'ont commandé qu'un ou deux verres. Donc ils n'ont pas beaucoup bu. Pourtant, c'est un tabou. Et là c'est pareil. Quelque chose pousse ces personnes à se séparer
à se séparer de leurs amis, à se séparer du groupe. Et ça va très loin. Par exemple, Patrick McNeil, c'était un jeune étudiant brillant, de New York en 1997. Il va au bar avec ses amis pour fêter je sais plus quoi, comme font les jeunes étudiants. C'est un étudiant en médecine, donc très, très, très brillant. Et Patrick McNeil, Patrick McNeil, à un moment donné, il se retrouve séparé de ses amis, et je crois qu'il est viré d'un bar ou je sais pas quoi, soi-disant parce qu'il avait bu. Donc il y a toujours ce point de rupture. Mais voilà, ses amis le perdent totalement de vue. Et ensuite, il est retrouvé mort dans l'eau plusieurs jours après. Simplement, des analyses ont été faites et ont montré qu'il y avait des larves de mouches sur lui. Or, ça se passe en hiver, et les larves de mouches ne peuvent se développer que dans un endroit chaud. Et donc, ça montre qu'il a été séquestré quelque part. Et des détectives ont montré des traces de brûlure sur son corps. Donc, on voit qu'il y a eu des actes de barbarie qui ont été faits. Est-ce qu'on arrive quand même à trouver des indices de ce qui s'est passé finalement? Alors, par l'analyse de l'ADN, etc. Est-ce qu'il y a des conclusions? Il y a très très peu d'enquêtes qui sont faites. Aucune enquête est faite. Et du reste, les amis de Patrick McNeil disaient qu'il ne buvait pas, qu'il avait très peu bu. Donc, comment ça se fait qu'il commence à tomber d'un coup et tout ça? On voit qu'il y a quelque chose qui a été mis dans ces boissons, ou voilà, il y a quelque chose. Et voilà. Et ça, on voit que c'est quelque chose de délibéré, où la personne est séquestrée et torturée. Mais on voit aussi que il est séparé de ses amis, que c'est très flou le moment où il disparaît, c'est très flou. Des témoignages contradictoires et tout, comme si la réalité était manipulée. Donc on peut penser qu'il y a des groupes de personnes qui enlèvent des gens dans des bars, et que ces groupes de personnes sont connectés aux lignées sataniques qui ne sont pas humaines et aux hybrides. Et les hybrides, selon David Jacob, sont capables de manipuler l'esprit, de manipuler la perception. Et les personnes, quand elles sont retrouvées et que des analyses sont faites, c'est très rare, des taux très élevés de GHB sont retrouvés. Le GHB, ça peut être produit en cas d'émotion très très forte. Donc, on peut penser ou que les hybrides en mettent dans la boisson, ça c'est très possible aussi, ou des comment on pourrait appeler ça, des laquais humains en mettent dans les boissons, ça c'est une possibilité. Mais on peut aussi penser que par les pensées intrusives, les hybrides génèrent chez la personne des peurs, ce qui fait que la personne peut se comporter comme quelqu'un qui a bu, alors qu'en fait, il est assailli par pensées intrusives, et il va produire du GHB. Et c'est tout fait pour faire tourner en rond les enquêteurs, la famille et tout ça. Donc, j'ai fait une enquête sur ça avec Nagiste, et Nagiste a bien confirmé que c'est connecté à des entités non humaines qui travaillent avec des réseaux, et que c'est des espèces de jeux pervers qui sont faits par ces réseaux. Et je vais continuer vraiment à travailler avec Nagiste sur des cas comme ça, parce que c'est fondamental pour comprendre la présence hybride justement parmi nous. Alors, il y a une autre disparition à New York, dans Larry Andrews, donc pareil, à peu près comme Patrick McNeil, mais il est retrouvé dans l'eau, mort, près de Owl Head Park, le parc de la tête du hibou.
Donc déjà, le hibou, ça a toute une signification occulte. Et Josh Shostak, un autre jeune qui disparaît comme ça, et là c'est une histoire, une histoire assez terrible, où là carrément une camionnette a été vue à proximité de la disparition, une camionnette qui avait été volée, toute une histoire très, à la fois très bizarre et très sinistre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les parents de Josh Shostak, quelque temps après, pour je crois, le jour de l'anniversaire de la découverte de son corps, ils reçoivent chez eux une tête de hibou. Donc, donc on voit que le hibou est connecté à la magie noire et est connecté à l'occulte. Le hibou, c'est aussi connecté au culte de l'homme-oiseau. C'est connecté aux entités sans âme, aux formes d'intelligence artificielle. Or, la magie noire, selon une médium qu'on connaît, qui a été ciblée et abductée, ça vient des entités sans âme, les techniques de magie noire. Et c'est logique puisque les incantations et tout ça, c'est une vibration, ça manipule la réalité quelque part. C'est une technologie très avancée. Ça vient des entités. C'est une question de vibration. Et elles connaissent les vibrations pour ouvrir les portes dimensionnelles. Et c'est très intéressant parce que il y a un chercheur allemand, le docteur Marcel Polte, qui est un docteur en droit, il confirme exactement ça, que les techniques de manipulation mentale, les techniques de magie noire, ça ne peut pas venir des humains. Donc, il ne va pas jusqu'à dire les entités, mais c'est ce qu'il veut dire. Donc voilà, ça c'est donc... Est-ce que tu penses que les disparitions dans l'eau sont plus conséquentes que les autres disparitions parce que on peut rien prouver finalement, on peut pas prouver comme les autres. Il y en a beaucoup, mais il y en a. Est-ce que c'est facile à prouver comme les autres ou pas? En fait, les preuves pour moi, en tout cas les preuves existent, mais elles sont cachées. Elles sont cachées parce que c'est connecté à cette... facile de dire la personne s'est noyée, la personne est tombée, la personne s'est suicidée. Écoute, il y a des détectives qui ont mené des recherches dessus, des détectives, pas des détectives privés, des anciens policiers, notamment le détective Gannon et un autre et Anthony Duarte, donc des anciens policiers de New York, très haut gradés, très irréprochables. Eux ont dit qu'il y avait un réseau organisé derrière ça, des connexions avec l'occulte, et que tout était fait dans ces choses pour faire balader les enquêteurs. Il y a toute une numérologie occulte, il y a tout un symbolisme occulte, et que tout était fait pour faire tourner en... Alors tout ça, c'est très clairement connecté au gang stalking. Par exemple, la tête de hibou reçue par les parents de Josh Shostak, et donc ils viennent de perdre leur fils il y a 1 an, et ils reçoivent une tête de hibou. C'est absolument abject, absolument horrible. On voit le jeu sur les noms. On voit que c'est connecté au ciblage en réseau, littéralement. Et on voit qu'il y a une connexion occulte avec on voit qu'il y a une connexion occulte avec la chouette et tout. On voit que tout est mis sous le boisseau. Ça, c'est évident. Et ça, c'est la conclusion à laquelle arrive Steph Young. Il y a un autre chercheur de Paranormal Files qui arrive à cette même conclusion. C'est évident, il y a un cover-up et probablement la complicité même de certaines figures haut placées, sans rentrer là-dedans. Mais quand on creuse encore un petit peu plus, on se rend compte qu'il y a des phénomènes paranormaux. Personne ne sait où, quand la personne disparaît, des témoignages contradictoires.
et tout sur où est la personne, quand la personne a Ça disparu. te paraît pas comme des scénarios C'est des scénarios mis en place, c'est mis en chorégraphié, place, oui. mais il y a aussi une manipulation de l'esprit des témoins et une manipulation de la réalité. Par exemple, il y a le cas de Brian Schaefer. Brian Schaefer, c'est un jeune garçon qui va à une soirée. Il rentre dans un bar. À un moment donné, pour une raison ou une autre, il se retrouve séparé de ses amis. Jeune garçon très équilibré, étudiant brillant, qui a une copine et tout, donc vraiment équilibré. Il se retrouve séparé de ses amis. Ensuite, il est vu en train de discuter avec deux filles, comme font les jeunes dans les bars lors de soirées, par les caméras de surveillance. Les caméras de surveillance surveillent toutes les sorties du bar, mais il n'est jamais vu en train de sortir, et disparu à jamais. Et personne ne l'a vu sortir. Pour moi, et ses amis ne l'ont pas vu sortir, personne. Donc pour moi, il y a une manipulation de la réalité, où il y a une abduction qui a lieu, et ça peut avoir lieu au nez à la barbe de tout le monde, même John Mack en parlait, ou alors il y a une manipulation de la réalité pour qu'il soit effacé de cette réalité, ou alors, et ça va encore plus loin, il y a des hybrides qui l'ont enlevé et qui, pareil, rentrent dans l'esprit des gens pour manipuler leur perception. Et ça, David Jacobs en parle. Oui, c'est ça qui est intéressant. Il y a des scénarios qui sont mis en place. Oui, il y a aussi un autre. Je voulais te demander, les scénarios, est-ce que ça serait pas des scénarios, mais c'est très bien fait, puisque si il y a aussi des réseaux qui sont en collaboration avec les entités sans âme, comment tu expliques que tout est corrélé? Comment tu expliques que tout arrive à leur fin? Au résultat qu'elles veulent, finalement. C'est ce que disent les détectives Duarte. Parce que Anthony Duarte, c'est ce qu'il explique. Il dit, ils ne se trompent jamais. Ils ne commettent pas d'erreur, ce qui est impossible. Il y a des hybrides qui collaboreraient avec il y a un facteur paranormal, parce qu'Anthony Duarte parle qu'ils ne commettent pas d'erreur. Oui, il y a tout un aspect rituel, les smileys qui sont parfois retrouvés à proximité de corps, d'où le nom Smiley Face Killers, des graffitis de smiley. Et les graffitis sont aussi connectés au réseau satanique pour diverses raisons. Donc le street art, c'est très connecté, en tout cas une partie du street art, au réseau satanique. On a eu des témoignages de première main, donc ça c'est clair. Il y a une connexion. Après, il y a des synchronicités, des jeux sur. C'est ça. Les synchronicités, les corrélations entre les humains, entre guillemets, parce que c'est des hybrides, et les entités, il y a forcément un scénario qui est tellement fait. Comment c'est un scénario, une manipulation de la réalité. Ça ne s'explique que comme ça. Et par exemple, il y a un Américain, donc Joey Labute, donc lui, c'est quelqu'un qui travaille dans un fonds d'investissement, dans une grande banque, 26 ans, très équilibré. Il va boire un verre avec son cousin et la femme de son cousin, très bien. À un moment donné, il propose d'aller chercher un verre, un verre pour son cousin, pour son cousin et sa cousine, et un verre pour lui. Au bout de 10 minutes, il ne revient pas, donc ses cousins l'appellent, et il leur dit, je suis dans la voiture, je suis parti. Donc déjà, c'était pas comme lui, donc il trouve ça extrêmement bizarre. Et après, ils reçoivent un texto avec quelques lettres et tout, donc très bizarre. Et figure-toi que quand ils font faire des recherches, la voiture est retrouvée à l'endroit où il avait laissé la voiture. Donc il n'avait jamais pris sa voiture. Donc
comme le dit Steph Young, il était en otage par quelqu'un et qu'il était en train d'essayer et qu'il était contraint de répondre au téléphone faire croire qu'il pour faire croire que tout allait bien et tout ça, un jeu vraiment pervers, et que le texto c'était un truc qu'il a essayé d'envoyer discrètement pour montrer que tout n'allait pas bien, ou bien, et c'est plus probable, il a été enlevé par des hybrides ou des entités ou quelque chose, ou des humains travaillant avec des entités, et qu'ensuite, quelqu'un a imité sa voix quand le téléphone a été décroché. Une entité a imité sa voix. Un hybride a imité sa voix, puisque les entités sont capables d'imiter la voix. Oui, et il y a une corrélation entre beaucoup de ces cas et les entités, dans le sens où il y a le jeu sur les noms. Il y a un cluster de disparition lié à l'eau dans une ville qui s'appelle Eau-Claire. Donc, voilà, ça peut pas, voilà, comme par hasard. Ensuite, dans une ville qui s'appelle Lacrosse, il y a des disparitions. À Bangor, il y a un garçon, Mac Lacrosse, qui a disparu et qui a été retrouvé dans l'eau. Donc, il y a le jeu sur les noms. Le jeu sur les noms. Lacrosse, des personnes sont enlevées les jours de leur anniversaire, le jour de leur anniversaire très souvent. Après, quelqu'un a été enlevé donc un 11 mars et et son corps a été retrouvé le 20 mars. Donc le 11 mars, c'est le chiffre 11. Le 20 mars, c'est connecté au symbolisme solaire et à l'équinoxe de printemps. Donc il y a toute une corrélation occulte. Et ça, il y a énormément de jeux sur les noms, de synchronicité dans ces cas de disparition. Il y en a énormément et comme disent les détectives Gannon et tout ça, tout est complètement corrélé. Tout est comme un scénario qui s'imbrique. C'est tellement quelque chose qui s'emboîte dedans les uns et les autres, phénomènes paranormaux, hybrides et tout ça. Et ça n'échappe pas, c'est-à-dire que le scénario est parfait, les scénarios sont dans certaines de ces disparitions, il y a des créatures issues des mondes des intelligences artificielles. Et par exemple, dans les années 50, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, il y a un petit garçon qui a été leurré par une entité grande et très mince, avec un visage souriant mais dessiné comme un dessin animé, qui lui a dit de le suivre et que sa mère l'autorisait. Et après, quand la mère du petit garçon l'appelait, le petit garçon a dit qu'il allait rejoindre sa mère, et là l'entité, son visage a changé. Le visage est devenu un visage comme de dessin animé, mais de colère. Et ensuite, le petit garçon, heureusement, est parti rejoindre sa mère, sinon il aurait été enlevé. Quand on écoute la description, quand on lit la description que fait ce petit garçon, cette entité ressemble à Slenderman. Donc pour moi, c'est une créature du monde des intelligences artificielles qui s'est créée à notre époque, dans les années 2010-2020, avec les égrégores de Slenderman, et qui ensuite s'est matérialisée et a voyagé dans le passé, et qui enlève littéralement des gens et les emmène dans les mondes des intelligences artificielles. Mais vraiment, physiquement, ça va très loin. Ou un tulpa qui se matérialise à notre époque et qui voyage dans le temps, puisque les tulpas sont au-delà du temps. Donc il y a tout un facteur paranormal dans ces disparitions, et c'est là où ça va très très loin. C'est bien au-delà de simples abductions. Est-ce que par notre conscience, par notre étincelle divine, on peut échapper à des scénarios comme ça? Bien sûr, déjà par l'information, en prenant conscience de ces scénarios. Ensuite, toujours pareil, en utilisant nos capacités créatrices au niveau individuel pour créer une réalité qui vibre au-delà de ces entités,
sans âme en se créant son propre bonheur et transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Comme on a une connexion divine, on peut créer des canevas qui vibrent presque à l'infini, mais les entités sans âme qui n'ont pas de connexion divine ne peuvent pas projeter leur réalité au-delà d'un certain seuil. Donc si notre canevas vibre plus haut que les entités sans âme, elles disparaissent de notre réalité. Mais c'est à nous. Avec la conscience, on n'a pas besoin de ritualiser, alors que les entités ont besoin de ritualiser. Oui, voilà. Parce qu'elles n'ont pas de conscience. Elles n'ont pas de conscience. Et nous, toujours par notre pareil, conscience, on peut échapper à ces scénarios. Il y a une connexion entre ça et les pensées intrusives. Donc, une des clés, c'est de se connaître soi-même. Un travail de connaître soi-même. Et un travail de connaissance de soi, c'est identifier les pensées qui viennent de nous et les pensées qui viennent de l'extérieur. Ça passe vraiment, et c'est très important, par une introspection, un travail sur soi pour identifier ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient de l'intérieur. Et ça passe vraiment par un travail sur soi de peu importe, de méditation, d'analyse de nos pensées, de concentration pour se focaliser sur une pensée, pour couper le flux de pensée, parce que la plupart de ces pensées sont des pensées intrusives. Et une des techniques qui marche, en tout cas pour moi, c'est tous les soirs avant de me coucher, d'écouter le flux de pensées. Et la plupart des pensées ne viennent pas de nous, et d'identifier ce qui vient de nous et ce qui vient de l'extérieur. Et la plupart ne viennent malheureusement pas de nous. Donc c'est toujours pareil, ça passe par l'information, être informé sur ça. Ça passe aussi par la conscience et ça passe aussi par notre capacité à créer la réalité. Donc ces phénomènes de disparition, c'est connecté aux abductions, c'est connecté aux hybrides, c'est connecté aussi à des créatures issues des mondes d'intelligence artificielle et aux tulpas. Et on peut faire le lien avec les pensées intrusives, le ciblage en réseau, parce que beaucoup de disparitions liées à l'eau sont connectées au ciblage en réseau. C'est un phénomène qui touche tout le monde, les jeunes, les vieux, les hommes et les femmes, parce que les disparitions à l'eau, beaucoup de personnes disent que c'est que des hommes, mais selon des chercheurs et le travail de Paulides aussi, mais aussi les enquêtes de Nagis, c'est tout le monde qui est concerné. Donc c'est un phénomène qui est global. Et je pense que c'est un phénomène que, pour contrer ça, c'est vraiment toujours pareil. C'est toujours pareil, vibrer au-delà des entités. Déjà, l'information, être informé. Oui, être informé parce qu'il faut savoir dans quel monde on vit pour ensuite faire un travail sur soi. Et ensuite, c'est vibrer au-delà de ça, se créer son propre bonheur dans le quotidien, dans l'ici et maintenant, pour créer un canevas de réalité qui vibre au-delà de ces entités. Et surtout que c'est le moment maintenant. Et c'est le moment maintenant. Donc merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci beaucoup de votre soutien. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt. Au revoir.